Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S412 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Eric Delamarre pour explorer l'univers des différents statuts possibles pour un photographe indépendant en France. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de se mettre dans l'impôt d'un ou d'une jeune photographe fraîchement sortie d'école et qui a donc besoin de structurer son activité pour démarrer sa carrière professionnelle et commencer à facturer ses premiers clients. Pour affiner un tout petit peu plus ce scénario, on va dire que ce jeune photographe a pour ambition de travailler pour différents types de clients. Des entreprises, pour faire du reportage et du portrait corporatif, un peu de mariage, pourquoi pas, travailler pour des journaux, des magazines, à la pige, et enfin pour des marques, pour par exemple créer du contenu pour leurs réseaux sociaux. Alors Eric, avant de rentrer un peu dans toutes ces considérations légales, juridiques, de statut qu'on va essayer de développer tout à l'heure, la première question qu'on doit se poser quand on lance son activité de photographe indépendant, c'est finalement de combien on a besoin de gagner pour vivre. Alors exact, l'aspect professionnel d'une activité est qu'on doit dégager en bénéfice ce qui nous permet de vivre. Donc faut tenir compte de tout ce qui est loyer, bouffe, vêtements, etc. sur une année, et on doit au moins gagner ça. Pour déterminer le chiffre d'affaires, à ça, il faut ajouter tous les frais professionnels qui sont donc générés par l'activité, qui puissent être déplacements, téléphone, autres. Enfin bon, chacun va avoir des frais professionnels différents selon ses capacités. Ce qui ne veut pas dire qu'un amateur ne sera pas intéressé par tout ce qu'on va dire, mais on est bien d'accord, on va se concentrer du coup sur vraiment l'aspect professionnel de la chose. Oui, alors moi j'ai des amateurs que j'ai en coaching parfois, et j'insiste sur le fait que de toute façon, le fait qu'ils soient amateurs ne veut pas dire qu'ils doivent donner leur travail. Parce que d'abord, ça les dévalorise, d'une part, et des fois, il y a des amateurs qui sont très très bons, donc il n'y a pas de raison que leur travail soit dévalorisé, et en plus, ça nuit à la profession. Donc, quelqu'un qui me dit « Oui, mais ça m'est égal, moi je travaille par ailleurs, j'en ai pas besoin », je dis « Bon, si tu travailles par ailleurs, c'est pas grave, à la limite, tant mieux pour toi, si tu gagnes plus, tu pourras partir plus loin en vacances. » Donc, n'hésite surtout pas à gagner plus d'argent, quoi. Donc, le point, il est là, c'est de pas se dire que parce qu'on est amateur, on doit pas dégager de profit de son activité, mais simplement, il faut en tenir compte. On peut être un peu moins cher que les professionnels, mais la valeur du travail doit se faire aussi sur ce point-là. Amateur ou professionnel, pour moi, le problème, il est pas là. Alors on va essayer quand même de donner un petit exemple pour pouvoir se projeter. On imagine que notre photographe, là, il a besoin de 2000 € par mois. À cela, on va concevoir qu'il a 3000 € de frais divers professionnels. Quand on se lance comme ça en indépendant, alors il y a des mois avec, il y a des mois sans, donc il faut quand même avoir une petite trésorerie d'avance de 3 mois, soit environ du coup 7000 €. Et puis on va faire une petite anticipation des charges très, très grossière en disant que c'est à peu près 25%. En fonction de tout ça, ça nous donne un chiffre d'affaires annuel à faire pour cette personne de 40 000 €. Donc vous voyez quand même, ça fait c'est des montants qui sont assez importants. La seconde question maintenant qui va se poser, c'est comment on fait pour atteindre cet objectif. Et la question du prix que l'on va appliquer sur ces prestations arrive immédiatement. Alors, pour commencer, on peut par exemple essayer de s'appuyer sur un barème qui est réalisé par l'UPP, l'Union des photographes professionnels. On vous propose d'écouter Béthul Balkan, qui a beaucoup travaillé sur la dernière édition de ce barème. Oui, alors l'UPP, c'est un organisme professionnel qui a pour vocation d'accompagner, représenter, informer et défendre les droits et les intérêts des photographes. Alors les barèmes de l'UPP sont des barèmes indicatifs de cession de droits pour des œuvres préexistantes. Et en fait, c'est un petit livret qui constitue un document de référence pour établir ces prix. Ces barèmes indicatifs sont la seule référence en cas de litige auprès des tribunaux. Ils fonctionnent en donnant des grilles
avec des critères qui permettent au photographe de se positionner. Alors, il est établi en fait en fonction des solutions de droit d'auteur qui sont pratiquées dans la profession. Et ça, les barèmes, ils existent quand même depuis plusieurs années. Est-ce qu'ils sont respectés? Ça dépend des cas. Il y a des diffuseurs, oui, qui vont les respecter, et puis il y a des diffuseurs qui vont pas les respecter. Là, c'est plutôt au photographe en fait de s'imposer et puis de dire ce qu'il est capable d'accepter ou pas. Alors pour se procurer ce barème, il faut être adhérent à l'UPP. Ou alors, il est pas seulement réservé aux adhérents de l'UPP, on peut aussi l'acheter en ligne. Eric, le barème de l'UPP, c'est quelque chose un peu de réaliste selon toi? C'est une bonne base de départ dans sa réflexion pour déterminer ses prix? Oui, alors c'est une bonne base. Alors j'assiste sur le fait des œuvres préexistantes, c'est-à-dire ça marche pas dans le cas des œuvres de commande. Oui. Parce qu'il y a beaucoup j'anime un groupe sur Facebook où il y a beaucoup cette confusion entre les deux. C'est une bonne base, c'est pas la seule. Il y a le barème de la CEF, il y a le barème de la DAGP. Il y a aussi un barème belge qui est pas mal, qui est un petit peu moins élevé, mais qui fonctionne bien, notamment pour les dossiers de presse, qui est le barème de la SOFAM. Donc, mais c'est vrai que dans les tribunaux, le barème de l'UPP est une base. Après, si on veut utiliser les barèmes de l'UPP pour la commande, on divise par 3 à 5 selon les cas et ça peut fonctionner. Ah oui, quand même. Donc, tu veux dire par là qu'ils sont plus trop en phase? Non, c'est pas ça. C'est que il faut bien comprendre que l'œuvre préexistante, elle est déjà faite. C'est-à-dire que l'auteur a payé la production. Donc, quand dans les barèmes de l'UPP, ça tient compte de la production de l'œuvre. Quand on est en commande, c'est le client qui paye la production et on a ensuite les droits. Donc d'ailleurs, dans le cas des commandes, des fois, les droits, on va les inclure, les offrir, etc. parce qu'on est déjà payé pour réaliser la photo. C'est ça le distinguo donc qui est important de souligner, que tu rappelles dans ton groupe Facebook. Oui. Et sur lequel j'insiste beaucoup, parce que quand tu vas, par exemple, sur une œuvre de commande, barème des œuvres de commande, on est à peu près 60 à... Pour une pleine page, 60 ou 120 euros, quelque chose comme ça. Et pour l'UPP, on doit être à 370 ou 400 euros. Donc, mais c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, certaines personnes trouvent que le barème est trop cher. Mais c'est pas vrai. Alors, dans la pratique, si je puis me permettre un dernier parenthèse, parce que j'ai fait partie de l'UPP il y a très longtemps, et il y avait une étude qui avait été faite sur la façon dont les adhérents pratiquaient et s'ils faisaient des abattements, s'ils faisaient plein pot ou pas. Et à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, ils faisaient des remises de 30 à 50%. Ils avaient donc demandé au conseil de réduire les barèmes et ça avait été refusé parce que ça veut dire que 30 à 50% c'était normal en fait comme gestion. Et si les barèmes avaient été réduits, ça aurait été encore moins cher. Donc les barèmes ont continué à augmenter, c'est tant mieux. Et c'est à peu près, à mon avis, ils sont à peu près cohérents sur les offres existantes. Bon, évidemment, hein, cette question de tarif et donc de devis, c'est un sujet à part entière qui a d'ailleurs consacré un ouvrage entièrement. Ce sera peut-être l'occasion qu'on fasse une émission, Benjamin, en saison 5, sur cette thématique-là précise. Voilà, on a fait un petit pas de côté parce que c'était important d'évoquer ce sujet-là, mais là, on va essayer de revenir un peu sur ces notions de statut de photographe indépendant en France. Eric, c'est quoi, du coup, les options possibles pour quelqu'un qui se lance? Alors, il y en a pas mal. Je dirais même, il y en a trop. Si on travaille pour des particuliers, c'est-à-dire tout ce qui est photos d'événements familiaux, etc. La photo sociale. Oui, on va appeler ça. Alors, l'aspect photo social, c'est un peu ambigu, mais bon, c'est du vocabulaire. Bon, appelle ça photo sociale, si tu veux, c'est pas grave. Là, on va être artisan. Et il y aura, on relèvera des bénéfices industriels et commerciaux. Ça, c'est important, que ce soit BIC ou pas. Donc, on sera artisan et en BIC. Si on est une activité libérale, c'est-à-dire artiste-auteur, on sera en BNC, on lèvera de l'URSSAF. On peut aussi être salarié. Tu peux nous rappeler les acronymes, la BIC, BNC? C'est quoi la différence entre les deux? Bénéfices industriels et commerciaux, c'est bénéfices issus de l'industrie et du commerce. L'industrie étant entendue comme utilisation des pattes de devant, c'est-à-dire on fabrique des trucs, etc. Ouais. Et le commerce, on revend plus cher un truc qu'on a acheté moins cher. C'est dans le cas d'un photographe et on peut... dans le cas d'un photographe, ce sera plutôt l'aspect industriel du BIC, de l'artisanat. Et d'ailleurs, la photographie est considérée comme une activité,
fait partie des activités listées par décret comme étant artisanales. C'est D'accord. activité photographique. Donc c'est tellement large qu'on fait rentrer dedans aussi bien de la photo de mariage que du mini-lab, que du laboratoire, etc. Il rentre l'activité photographique là-dedans, de même que la retouche d'ailleurs. Donc quand on prend les codes de l'INSEE, c'est... Il y aurait à dire d'ailleurs sur l'INSEE. Enfin bon, quand on prend les codes de l'INSEE, il y a tout dedans. Ok. Donc l'activité artisanale, c'est vraiment ce qui est hors droit d'auteur, je dirais quelque part. D'accord. C'est-à-dire quand il n'y a pas de cession de droit, on est sur une activité artisanale. Pour synthétiser. Hein. Et le Et BNC, BNC, alors BNC, c'est bénéfices non commerciaux. C'est-à-dire des bénéfices issus, c'est du jus de cerveau, quoi. On vend du temps, on vend des choses. Dans les BNC, on va voir tous les libéraux, les médecins, les avocats, les notaires. Alors curieusement, on voit aussi les infirmières, etc. Donc elles vont aussi autre chose que du jus de cerveau, mais on est dans une activité qui n'est pas issue du commerce. Ok. Et il faut entendre la notion de commerce comme la notion de vente et non pas la notion d'activité professionnelle. Et du coup, est-ce que un photographe indépendant, il peut faire les deux? Et du coup, se mettre en artisan quand il en a besoin ou en auteur quand il en a besoin? Alors oui, c'est possible, et c'est même possible de déclarer les deux activités. Ok. Sauf que quand on démarre, puisque l'idée c'était qu'est-ce qui se passe quand on démarre. Donc quand on sort de l'école, on a tendance à vouloir simplifier les choses. Ce que je peux comprendre, parce qu'on ne sait pas très bien où on va déjà. L'aspect administratif, ça nous fait quand même royalement, ça nous embête. J'allais être un peu grossier, donc je vais m'arrêter là. On trouve ça gênant, handicapant. On a autre chose à faire que de s'occuper des factures, que de s'occuper de tout ça. Donc là, on va se diriger vers la chose la plus simple possible. C'est la raison pour laquelle les étudiants qui démarrent, enfin les jeunes qui démarrent, se dirigent vers l'auto-entreprise, principalement. Qui est le truc le plus simple. Et est-ce qu'on peut être photographe mais salarié? C'est possible, ça? Alors oui, c'est possible. C'est encore mieux, ça, du coup. Alors c'est possible en presse, puisque normalement, quand on travaille pour la presse, on est obligatoirement pigiste salarié. Que ce soit une collaboration occasionnelle et régulière, ça s'appelle une pige, et c'est du salaire. D'accord. Alors on peut être permanent, évidemment, mais donc là déjà, on a... Dans le principe, le journaliste est salarié, même occasionnel. Le deuxième point sur lequel on pourrait normalement être salarié, sur lequel on n'y est jamais, c'est assistant dans les studios photos, etc. Ouais. Puisque les photographes et les loueurs, dans 98% des cas, je laisse 2% parce que je suis optimiste, dans 98% des cas, obligent les assistants à se mettre auto-entrepreneurs parce qu'ils veulent pas faire de salaire, alors qu'ils se mettent dans des situations épouvantables parce que s'il y a un contrôle URSSAF, ils sont très très mal. Parce que c'est du salariat dissimulé. Ouais. Donc, et tu veux dire qu'il faudrait limite ne pas l'accepter en tant qu'assistant? Oui, mais tu bosses pas. Parce que ça veut dire que sinon tu bosses pas. C'est un peu tout ça, quoi. Faut un peu jouer avec les choses parce que... Même en passant par du portage salarial, qui est une façon de transformer une activité indépendante. Ça peut être une bonne solution, ça. Les photographes tiquent là-dessus. Mais s'ils veulent pas, parce qu'ils ont pas de pression sur les sociétés de portage salarial, ils peuvent pas faire durer les délais, etc. D'accord. Donc, ils aiment pas trop. Je suis pas sympa avec mes potes, hein, c'est pas grave. Et puis le troisième, c'est salarié dans un organisme. Qui a besoin d'un photographe à temps plein. Voilà. Et là, agence de pub, organisme d'État, vente privée, enfin je sais pas quoi. Ok. Et en tant que photographe, on peut aussi décider de monter une société plus conventionnelle. Oui, alors bien sûr. En général, maintenant, ce qui sont montés sont des SASU. Ouais. Parce que la SARL, ça marche aussi, mais c'est un vieux type de société, on va dire un peu rigide. La SAS est beaucoup plus souple, même si elle est un peu plus complexe à monter, et nécessite forcément l'aide d'un professionnel et de comptable derrière, évidemment. Mais c'est pas mal. Alors c'est intéressant pour si on a beaucoup de frais. On y voit déjà un petit peu plus clair sur les options qui s'offrent à nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le témoignage d'une photographe indépendante qui est basée à Nantes. Elle s'appelle Aurélie Coulière et elle nous explique pour quel statut elle a opté et pourquoi. Oui, alors moi, j'ai choisi au tout début le statut de auteur-photographe et je l'ai encore, ça va faire 14 ans, effectivement. À un moment, j'ai eu un double statut puisque j'avais aussi celui d'auto-entrepreneuse pour toute la partie des formations que j'assurais.
Et finalement, c'est le statut d'auteur qui est resté parce que c'est celui qui correspond le plus à mes activités et qui sont à 98% de la prise de vue. Et donc, c'est le seul statut pour moi qui me permet de protéger mon travail avec des cessions de droit et en même temps de faire une comptabilité intéressante où je m'y retrouve dans un métier qui a beaucoup, beaucoup de frais. À ma connaissance, c'était le seul statut qui me permettait de facturer à travers des sessions et donc de facturer les photos que je produisais dans un cadre défini, pour un temps d'usage, pour un support. Et selon les clients avec lesquels on travaille, des clients qu'on appelle du coup des diffuseurs, ça peut être assez intéressant parce que moi, je travaille parfois pour des grands groupes et que c'est clairement pas le même tarif quand on fait un reportage qui sera utilisé quelquefois en interne que lorsqu'on a une de nos images qui d'un coup est réutilisée pour une campagne d'affichage ou pour une campagne clairement commerciale. Donc en fait, le statut d'auteur, il permet d'encadrer le cadre légal dans lequel on laisse notre diffuseur utiliser les images. Ça veut dire qu'on peut, à n'importe quel moment, si l'utilisation des images sort de ce cadre, renégocier un contrat derrière. Effectivement, c'est un peu plus lourd que le statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, on a beaucoup plus la main sur sa gestion, la déduction de ses frais et la protection de ses images. Alors, Aurélie, elle souligne finalement l'importance de la notion de cession de droit dans son travail et sur le fait que ça permet de protéger son travail. Alors, elle parle pas de client, elle parle de diffuseur. Oui, parce qu'à partir du moment où on fait des cessions de droit, on est un client qui diffuse l'image. Donc, dans le vocabulaire des auteurs, le client devient le diffuseur. Effectivement, le fait de faire une cession de droit protège l'utilisation des images, puisqu'il y a un contrôle, le client sait ce qu'il peut en faire, etc. L'autre chose dont elle parle et qui est très intéressante, c'est la notion de passer en réel, c'est-à-dire de passer les frais. Et quelque chose qui est possible à faire quand on est auteur ou quand on est en BNC, justement, en libéral, parce que la comptabilité est une comptabilité recettes-dépenses, que les comptables appellent une comptabilité d'épicier, parce que c'est la comptabilité se fait très très facilement. L'argent rentre, c'est l'argent encaissé, on déduit l'argent ce qu'on a payé, les fournisseurs qu'on a payés, on obtient le bénéfice. Donc c'est le compte de résultat est quasiment très facile à faire, on peut le faire presque soi-même, même s'il y a des obligations aujourd'hui de passer par des organismes agréés. Contrairement à l'artisan qui, au réel, doit faire un bilan. Et là, il y a obligatoirement besoin d'avoir un comptable. Donc, on ne peut pas comparer l'auto-entreprise et l'auteur. On ne peut pas comparer l'auto-entrepreneur, qui est un forfaitaire, et l'auteur au régime du réel. Mais elle a raison, hein. Elle a raison. Mais dans tous les cas, il faut faire des cessions de droit. N'importe quel type de facturation. Dans le principe, quel que soit le statut fiscal et social qu'on a, il est quand même conseillé de faire une cession de droit, c'est-à-dire de limiter au moins l'utilisation des images, même en tant qu'artisan, parce que ça protège de toute façon l'auteur. Parce qu'un artisan qui fait des photos pour du corporate est un auteur. Même s'il n'est pas juridiquement auteur, il est auteur. Donc qu'il fasse une cession de droit, même s'il n'est pas complètement dans les clous, on s'en fiche. Mais ça protège ces images, ça protège l'utilisation et ça empêche le client surtout de faire n'importe quoi derrière. C'est quoi une valeur moyenne de cession de droit? Enfin, une durée estimative? Ouais, le côté illimité, j'imagine que ça n'existe pas, ça. Hein. Alors, c'est très très ambigu cette histoire, parce que dans les contrats, dans les contrats consignes aujourd'hui, il y a une grande partie des contrats qui fait apparaître une mention pour la durée légale du droit patrimonial. Oui. Et la durée légale du droit patrimonial, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, cette partie-là, je dirais, il faut pas l'accepter. Il faut pas accepter ce type de durée parce que finalement, vous cédez pas vos droits d'auteur à vie, vous les cédez à mort, quoi. Puisque c'est 70 ans après votre décès, donc c'est pas cédé à vie, c'est au-delà. Donc, il vaut mieux faire des cessions de droit qui correspondent à l'usage dont le client peut avoir besoin. Ça dépasse rarement les 5 voire 10 ans. Moi, le plus long que j'ai fait, ça a été pour Alibert, c'était 30 ans.
Donc, mais parce que c'était en plus des photos de cônes de chantier et de poubelles, donc j'avoue que je m'en fichais un peu. Mais sinon, faites des sessions pour des durées qui sont 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est pas mal déjà. Donc si j'essaye de résumer un peu déjà ce qu'on s'est dit, on a un choix à faire au début. Donc on va dire que notre photographe fraîchement sorti d'école s'appelle Pascal. Il doit dans un premier temps choisir s'il va se positionner comme artisan photographe ou s'il va se positionner comme photographe auteur en profession libérale. On va opter évidemment pour cette deuxième option dans le cas de Pascal. Une fois qu'on a fait ce choix-là, la deuxième question qui va se poser, c'est le choix du régime fiscal. Et là, d'après ce que j'ai compris, il y a 2 options. Le réel et la micro-société. Alors, c'est pas micro-société, c'est micro-entreprise. Micro-entreprise. Mais c'est bien c'est bien qu'il y ait ce lapsus. Parce que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, dès qu'on est indépendant, on est en société. On est ou auto-entrepreneur ou en société. On oublie le fait qu'il y a effectivement entre les deux ce qu'on appelle le régime du réel. Donc, l'auto-entreprise ou la micro-entreprise, c'est-à-dire tous les régimes forfaitaires de déclaration des bénéfices qui sont des régimes simplifiés pour les impôts, sont des régimes qui sont en général sont des régimes de démarrage. C'est-à-dire ça permet un peu de mettre le pied à l'étrier, de savoir si on a du boulot, pas de boulot, si ça vaut le coup, si voilà, bon, ça, on a 1 année ou 2 d'historique et puis après on peut basculer vers le régime du réel qui permet de comptabiliser la totalité de ses frais mais qui impose de faire une comptabilité. Donc voilà, c'est cette partie-là qui est importante et qui finalement parfois refroidit un peu les jeunes photographes sur le fait de faut faire une comptabilité. On est obligé de passer par des systèmes, soit un comptable, soit un logiciel, soit un système en ligne, mais on est obligé d'avoir une comptabilité. Ça peut pas se faire sur un tableur Excel. Et qu'est-ce que tu leur réponds, toi? Ça, du coup, tu les incites quand même à y aller ou tu Ça leur dis dépend. qu'il y a des outils? Oui, je leur dis qu'il y a des outils, je leur en parle et quand je fais du conseil, je leur dis commence par faire un prévisionnel de tes frais, de savoir si ça vaut le coup, parce que il y a des différences déjà entre le régime artisanal et le régime libéral. Le régime artisanal, on a un abattement de 50% pour les frais, ce qui en général est pas mal, ça peut fonctionner, mais en libéral, on a un abattement que de 34%. Et là, 34%, quand on a déduit les cotisations sociales, il reste plus que 10% pour les frais professionnels. En général, c'est pas assez. Mais si on a très peu de frais, pour lancer l'opération, ça peut valoir le coup. Enfin, je veux dire, on prend moins de risques et tout, on se sent plus à l'aise, c'est moins lourd. Enfin. Mais le chiffre d'affaires est limité dans ce cas-là. 72 500 euros. Oui, environ. Oui, ceci dit, quand je parle de chiffre d'affaires comme ça aux étudiants, ils ont l'impression que c'est la lune. Quoi, ouais, enfin bon, on l'a bien vu dans le rétro-calcul qu'on a fait. Pour gagner 2 000 euros par mois, il faut quand même rentrer 40 000 euros à l'année. C'est des gros montants, donc on espère qu'ils vont y arriver vite, quoi. Oui, alors normalement, on peut y arriver très vite quand on connaît les prix moyens, mais là, c'est pas l'objet du podcast, mais quand on connaît les prix moyens en corporate ou en pub, etc., c'est des montants dont on s'aperçoit qu'on peut les atteindre assez aisément. Mais quoi qu'il en soit, quand on démarre, ça reste très loin. D'abord parce qu'on vient d'un milieu où un environnement étudiant sur lequel des sommes comme 100 euros, c'est beaucoup. Et alors que là, quand ils vont être en professionnel, 100 euros, ce sera le prix d'une heure, quoi, le prix de vente d'une heure. Donc il faut que ces passages se fassent et ils se font graduellement. Et c'est normal. Je veux dire, on peut pas demander aux gens tout de suite de plonger dans les hauts fonds sans avoir appris à respirer, quoi. Donc on va faire un certain chiffre d'affaires et il y a un certain nombre de choses qu'on va devoir payer. La première, c'est l'impôt, évidemment, sur le revenu et les charges sociales. Dans le régime de la micro-entreprise, comment c'est calculé ces deux postes de dépenses? Alors la micro-entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire côté artisanal ou libéral au régime général, pas auteur. J'insiste sur le fait que c'est pas auteur. Tous les autres, c'est très facile à faire. C'est une déclaration mensuelle ou trimestrielle. On donne le chiffre d'affaires sur le site auto-entrepreneur URSSAF et on applique un pourcentage qui est de 22,2% de mémoire et on paye. Voilà. Donc les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires. Le point important là-dessus, c'est que rentrent dans le chiffre d'affaires les remboursements de frais qu'on demande aux clients. Donc, et c'est souvent des choses qui sont oubliées dans le cadre des jeunes photographes qui ont des frais. Ils font des remboursements de frais, puis après ils les déclarent pas et tout. Alors ça c'est pas légal, ou alors il faut que ce soit des débours, mais peu importe. Donc il faut faire attention quand on est auto-entrepreneur à
à limiter au maximum les remboursements de frais. Mais ensuite, c'est facile à payer. On a à la fin de son trimestre, son chiffre d'affaires, 22,2%, on fait le virement, c'est terminé. Et quand on est jeune, on n'y pense pas forcément, mais on cotise par la retraite, par ce biais-là. Oui, on cotise pour la retraite à hauteur de... Ça dépend des chiffres d'affaires. C'est pareil, j'ai pas révisé sur mes... avant de venir sur les... De toute façon, on renvoie vers tes bouquins. Sur les seuils, mais je crois de mémoire que pour valider 4 trimestres en tant qu'auto-entrepreneur, de mémoire, donc c'est peut-être une ânerie, il faut faire 12 000 euros de chiffre d'affaires. Mais quand on sait que 80% des auto-entrepreneurs font pas 12 000 euros de chiffre d'affaires, et ça veut dire qu'ils valident pas forcément les 4 trimestres. Ceci dit, c'est souvent des activités accessoires ou de démarrage. Donc c'est pas très 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 grave. Ok, 22% de charge du coup, sur le chiffre d'affaires. Et l'impôt, du coup, c'est calculé comment ? L'impôt, c'est calculé par rapport au foyer fiscal. Donc, ça veut dire que ça dépend si c'est des jeunes, s'ils sont sur le régime de leurs parents, s'ils sont célibataires, s'ils sont mariés, etc. Les impôts, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, ça marche en fonction de ce qu'ils gagnent. Il n'y a pas c'est compliqué. En revanche, petit conseil que je peux donner à faire pour les jeunes qui sont encore sur le foyer fiscal de leurs parents et qui déclarent une activité d'auto-entreprise, ce serait sympa pour les parents d'opter pour ce qu'on appelle le versement libératoire. C'est-à-dire qu'ils payent eux-mêmes leurs impôts à la source. Comme ça évite que ça vienne s'additionner aux revenus des parents, qui eux vont payer des fois, évidemment, ces revenus vont arriver sur la plus haute tranche d'imposition, donc ils vont pleurer. Surtout si le jeune il rentre 15 ou 20 000 euros, je veux dire, ça va augmenter les revenus de 50% de ces 15 à 20 000 euros ou de 66%. Donc les parents ils vont criser, ils vont le virer en général. Ok. Et quand on choisit du coup le statut d'auteur photographe, est-ce que les charges sont les mêmes ? Alors, les cotisations sociales ne sont pas calculées de la même façon. C'est-à-dire que quand on est auteur-photographe, qu'on soit au régime micro-BNC ou au régime du réel, l'assiette de cotisation sociale est la même. C'est-à-dire les bénéfices majorés de 15%. D'accord. Sauf qu'évidemment, la façon dont sont calculés les bénéfices, c'est pas la même chose. Mais l'assiette de cotisation est la même. Ce qui impose d'ailleurs que ce soit un petit peu plus compliqué pour les auteurs, puisque la première année, comme c'est calculé sur les bénéfices, l'URSSAF part du principe qu'il y a un bénéfice minimum pour faire payer des cotisations sociales. Et donc, la première fois qu'un jeune auteur se déclare, il reçoit de l'URSSAF, qui est en l'occurrence l'URSSAF du Limousin, une facture, un échéancier, pas tout à fait une facture, pas encore une facture, un échéancier. Et là, il dit je dois 1200 euros et tout, c'est l'horreur et tout, je vais pas gagner 500 balles ou 1000 balles, enfin, je peux pas payer en cotisation mon chiffre d'affaires, etc. Alors, pas de panique. Quand on reçoit cet échéancier, on peut moduler ses cotisations sur le site et demander à ne payer qu'à hauteur de ce qu'on pense qu'on va gagner l'année en cours. Et après, ce sera réévalué chaque année. C'est-à-dire qu'il y a un décalage on paye des cotisations sociales sur l'année précédente. À chiffre d'affaires équivalent, est-ce que ça revient moins cher en termes de charges d'être auteur-photographe ou être micro-entrepreneur ? Alors, a priori, auteur-photographe. Mais c'est en train de changer. Enfin, c'est en train de le delta est en train de diminuer singulièrement parce que il y a les cotisations sociales sont calculées déjà sur les bénéfices majorés de 15 et on avait fait des calculs, ça correspond à peu près à 28% des bénéfices. Quand le total des cotisations sociales maximum, c'est-à-dire entre le vieillesse... Donc ça peut être plus cher du coup que l'auto-entreprise. Oui, mais il y a une meilleure couverture. D'accord. Parce qu'il y a une complémentaire retraite quand on est auteur qui est l'IRSEC. Donc, si on a la complémentaire retraite à 8%, plus les 17 et quelques pourcents, enfin, de tout ce qui concerne l'allocation familiale, vieillesse de base, etc., on a atteint les 28% des bénéfices. Donc, cette idée que les auteurs payent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les autres est de moins en moins vraie. Elle a été vraie, hein. À une époque. Oui, mais j'ai connu ça. On payait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais là, c'est fini, ça. Depuis la CSG et tout ça, Évidemment, ouais, les cotisations, c'est un sujet important. Après, c'est très dur pour un jeune photographe qui sort d'école de commencer à se projeter sur des notions de complémentaire retraite et comme ça, mais c'est des sujets importants qui, au fur et à mesure des années, ont un réel impact, quoi.
Et c'est super important et c'est surtout du au cas par cas presque. Et on rappelle que tu fais des consultations d'ailleurs. Toi, tu peux conseiller les gens Oui, un alors, par un. En général, quand je fais des consultations, ça va être des consultations de base et très souvent, après, selon certains cas, je leur dis d'aller vers des comptables ou des juristes, etc. Parce que moi, j'atteins mes limites. Hein. Je suis pas comptable, je suis pas avocat, je suis pas juriste, etc. Donc, Tu donnes déjà des bonnes clés là. Je On commence à avoir un aperçu. Ouais, parce que je suis du terrain, moi. Donc, voilà, mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles il est nécessaire d'avoir des conseils de professionnels reconnus, à condition qu'ils soient capables, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais parce que c'est pas parce qu'on est comptable qu'on est parfaitement au courant de toute l'activité d'auteur, etc. Et c'est quoi les principales questions qu'on te pose quand on fait appel à tes services ? Ils ont besoin d'éclaircir toutes les informations contradictoires qu'ils voient à gauche et à droite. Ils disent mais j'ai lu ça, mais je comprends rien, je suis perdu, etc. Il y a tellement de gens qui affirment en plus des choses sans réelle connaissance ou sans recul ou sans rien, simplement parce que ils le font, donc ils pensent que c'est bien puisqu'ils le font, puis ça permet dans ce cas-là, de se dire, puisque d'autres vont faire la même chose que moi, donc ça valide mon choix. Enfin bon, alors que moi, je m'en fiche. Je leur donne, ils font ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Ils veulent être en société, je les guide, ils veulent être, j'explique. En ce moment, j'accompagne beaucoup de photographes culinaires. Et grâce à quelqu'un qui fait des formations de photographe culinaire, je vais lui renvoyer l'ascenseur. D'ailleurs, elle s'appelle Marie Laforêt. Et c'est vrai que là, en culinaire notamment, les questions se posent en fonction de la façon dont les gens vont travailler. Est-ce qu'elles prennent en compte les frais de bouffe ou pas? Est-ce qu'elles ont un studio, pas de studio? Qu'est-ce qu'elles font comme type d'image? Donc, ça veut dire que chaque cas est vraiment spécifique. C'est pas simplement parce qu'on fait telle chose qu'on doit avoir tel statut. Alors évidemment, quand on choisit auteur, photographe indépendant et qu'on fait des sessions de droit, on a affaire à un moment donné ce qu'on appelle la GESA. Dans mes mémoires, il y a des notions d'assujettissement, d'affiliation et surtout de précompte. Est-ce que c'est toujours d'actualité tout ça? Alors oui et non. Ok. Non, mais si tu veux des réponses précises, je vais essayer de te faire des réponses courtes mais précises. Enfin, courtes, si on veut. Le précompte a techniquement disparu en 2019 pour les activités qui sont déclarées en tant qu'indépendants. C'est-à-dire que les auteurs gèrent eux-mêmes leur cotisation sociale. Okay. Et aujourd'hui, dès qu'on se déclare comme indépendant, on est de fait affilié. Puisqu'on cotise... On cotise, on a des cotisations qui sont appelées sur la base de bénéfices, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on est de fait affilié. Est-ce que pour autant le précompte a disparu? Non. Il n'a pas disparu pour toutes les activités d'auteurs qui sont payées par des sociétés d'auteurs ou des éditeurs. Et là, on n'est pas obligatoirement en BNC. C'est-à-dire, on peut très bien, par exemple, tu es écrivain ou tu fais un bouquin et tu le donnes à un éditeur. L'éditeur va te faire un relevé de compte de tes droits et peut te payer après avoir opéré le précompte sur les droits d'auteur, ce qui te permet de cotiser. Alors là, pour le coup, depuis 2019, y compris pour la retraite. C'est-à-dire que dans le précompte depuis 2019, il y a aussi la retraite, ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi il y a eu un décret, quelque chose qui est passé? Oui, il y a eu des gros bouleversements à ce moment-là sur le fait qu'il y ait des basculements avec la disparition du RSI. Enfin, il y a eu plein de trucs qui sont passés à ce moment-là. Et donc, cette histoire de précompte a été supprimée pour les BNC. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui font des factures, des notes d'auteur en étant BNC avec du précompte parce que... l'information a du mal à passer auprès des artistes-auteurs qui sont pas, encore une fois, pour beaucoup, très proches de l'administratif, et on peut les comprendre, ils ont de choses à faire, créer, etc., entre autres. Mais néanmoins, là maintenant, il faut vraiment que ça passe, parce que c'est pas forcément une bonne idée, cette histoire de précompte. C'est quand même presque 17% sur le chiffre d'affaires, donc c'est énorme par rapport aux quelques pourcentages sur les bénéfices. Et puis surtout, c'est pas gérable. Enfin, faut faire la facture avec le précompte et tout, alors qu'on devrait pas la faire. Enfin, ça a toujours été une merde, ce précompte, pardon. Et la TVA dans tout ça? La TVA, on peut opter ou pas. On peut opter dès le premier euro déjà.
C'est intéressant si on a des frais, ça ne l'est pas forcément si on n'a pas de frais. C'est intéressant si on est en corporate, ça ne l'est pas forcément si on travaille avec des particuliers. Ça ne l'est pas du tout, ça augmente la facture de 20%. Quoi. Oui, mais ça te permet de récupérer la TVA sur tes frais. Donc la notion de TVA est quelque chose qui est importante si on a des frais. Si on n'a pas de frais, c'est pas, je vois pas trop l'intérêt si on peut éviter, surtout qu'il y a des seuils qui permettent de ne pas la pratiquer. Pour le seuil, le cas général, c'est 32 600, je crois, et pour les auteurs, c'est 54 700, il me semble. Donc, c'est plus haut. Il faut croire que les auteurs gagnent beaucoup plus d'argent que les autres. Donc, on peut ne pas opter pour la TVA. Il faut savoir que quand on est professionnel, la TVA permet d'augmenter son profit. Hein. Alors, c'est quelque chose qui fait toujours... Quand je dis ça, les gens me disent « Mais ce mec est cinglé ?» Je dis « Non. » Tu auras noté notre blanc commun. Oui, j'ai bien noté le blanc, les yeux, le regard vague. Et oui, parce que quand on fait de la TVA, en fait, on rajoute de l'argent au chiffre d'affaires. Donc, c'est de l'argent qu'on doit au trésor public, mais qui ne nous appartient pas. Donc, notre chiffre d'affaires est standard, est le même que celui qu'on avait avant de faire la TVA. En revanche, on récupère la TVA sur les achats. C'est-à-dire que la TVA qu'on payait avant, on la paye plus, donc on la paye plus, donc on augmente notre profit. Oui, effectivement, il faut quand même avoir pas mal de frais pour que ça commence à représenter quelque chose de concret. Excuse-moi, je te coupe, petit cas juste personnel. Sur l'année dernière, depuis les 2 dernières années, j'avais arrêté la TVA parce que je récupérais 50 ou 100 balles par mois ou par trimestre, je sais plus quoi. Enfin, je trouvais que j'avais plus d'intérêt de le faire pour quelques dizaines d'euros et ça me coûtait plus de temps que ça me rapportait. Donc effectivement, parce que mon mode de fonctionnement a changé. Donc ça veut dire que quand votre mode de fonctionnement change, pensez à revoir la façon dont vous travaillez aussi bien. Ça, tout ça n'est pas ancré dans le marbre. On peut évoluer, revenir. Voilà. Alors pas tous les ans. Je crois c'est 2 ou 3 ans. Je crois que les options sont pour 2 ou 3 ans. Mais on peut. C'est mobile. C'est pas un truc où on se dit ça y est, je suis prisonnier, j'ai fait ça, je peux pas faire autrement. Faut quand même surveiller ses comptes. Ça s'appelle la gestion, ça. Et est-ce que l'ACRE existe toujours quand on se lance pour la première fois avec une auto-entreprise ? Alors oui, en tant que l'ACRE existe pour les libéraux et les artisans, pas pour les auteurs. Ok. Alors ça existe toujours. Alors faut regarder ça tous les ans parce que tous les ans ça change de mode de fonctionnement. Ces dernières années, il y a eu des changements réguliers, donc il faut vraiment voir à chaque fois quelles sont les conditions pour l'obtenir. Et pour les auteurs, je pensais naïvement depuis 2019, puisqu'on pouvait payer nos cotisations sociales directement, qu'on pouvait avoir des aides, enfin tout au moins une minoration. Mais avec une jeune auteure que j'avais accompagnée qui m'a demandé si on pouvait l'avoir, je lui ai dit demande. Et l'URSSAF a quand même répondu non, parce que auteur n'est pas considéré comme une activité professionnelle. Ce qui m'a fait hurler, évidemment. Mais en revanche, ils savent bien nous faire les appels de cotisation, etc. Hein. Mais c'est pas une activité professionnelle, donc ils donnent pas l'ACRE. Je comprends pas. C'est la réponse. Je comprends pas la réponse de l'URSSAF, mais bon, c'est comme ça. Alors, je suis impatient que quelqu'un refasse une demande et que l'URSSAF dise si, vous pouvez. Ça m'intéresse d'avoir l'info. Hein. Bon, alors maintenant, c'est quoi les démarches du coup pour activer tout ça ? Alors, déjà, faut choisir son CFE, son centre de formalité des entreprises, en fonction de ce qu'on veut faire. Si on est artisan, c'est à la Chambre des métiers. Si on est auteur, c'est à l'URSSAF. Ok. Ensuite, on remplit son formulaire. On attend de l'INSEE l'attribution du code d'activité. Aujourd'hui, ce sera le 7420Z pour à peu près tout le monde. D'accord. Une fois qu'on a reçu cet imprimé de l'INSEE, on va recevoir de son service impôt entreprise un courrier qui s'appelle le mémento fiscal, qui récapitule tous les éléments qui sont identifiés. Bon, tout ça, faut garder les papiers, évidemment. Hein. Ensuite, vous ouvrez votre espace sur impôt.gouv.fr, ça permet de l'activer, parce que de toute façon, c'est un peu long, donc même si vous n'en avez pas besoin, ça coûte rien de l'ouvrir. Ensuite, vous ouvrez votre espace pour payer vos cotisations sociales, soit sur URSSAF Auto-entrepreneur, soit sur l'espace artiste-auteur URSSAF. Une fois que vous avez ouvert ces espaces, vous allez demander à avoir quelques papiers, notamment celui qui est l'attestation de vigilance, qui peut vous être demandé que vous soyez auto-entrepreneur ou auteur. Oui, c'est déjà arrivé ça, oui.
Et donc, il faut le demander. C'est valable 6 mois. Donc, il faut garder ce papier. Si vous êtes auteur, demandez en plus la dispense de précompte. C'est les papiers qui peuvent vous être demandés, même s'il n'existe plus. Hein. Il y a la dispense qui existe toujours. Ensuite... On est prêt, là, non? Oui, alors il y a un truc qui est conseillé, qui est de prendre une RC professionnelle, une responsabilité civile professionnelle pour le tort qu'on cause aux autres. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. L'adhésion à une association de gestion agréée quand on est au réel va devenir caduque parce que c'est supprimé en 2023. Donc, on peut, mais on attendra 2023 pour voir l'intérêt d'être encore dans une association de gestion agréée. Mais là, normalement, on est à peu près prêt. Il faut un compte en banque dédié? Alors, un compte en banque dédié pour plus de 10 000 €, mais je vous conseille de l'avoir dès le premier euro. Et si vous travaillez pour des particuliers, il faut nommer un médiateur de la consommation. Oula. C'est quoi ça? Parce que c'est quelqu'un qui... il s'appelle Jean-Michel, il bosse beaucoup. C'est parce que c'est une obligation, hein, c'est pas optionnel. C'est en cas de conflit avec les particuliers, ça permet, si vous n'arrivez pas à vous arranger avec cette personne, ça fait tampon. Ça fait tampon et ça permet d'offrir une médiation. C'est pas obligatoire pour les professionnels, on n'en parle même pas, mais pour les particuliers, normalement c'est obligatoire. Donc voilà.